pour aujourd'hui, on a la première table ronde. On compte sur les expertises de notre présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français, Madame Denise Damasco, du collègue de l'Université fédérale de Alagoas, Carl Salles, et du collègue de l'Université de Piauí, Mael Lima. D'accord? Alors, je vais passer... Pardon. On a ici avec Ophélie aussi. Oui. Il sera secondé par Ophélie, sa collègue aussi du Piauí. Voilà. Et bon, on va procéder de la manière suivante. Je passe la parole à Denise. Et puis après, ce sera le tour d'Ismaël et d'Ophélie. Et puis Kao. Et à la fin, on passe aux questions et au débat. D'accord? Vous gardez les questions et vos interventions. Contente d'être là et de pouvoir réfléchir un peu sur l'innovation, créativité et en faisant lien avec la vie associative, notamment la vie fédérative. Soyez libres pour me poser des questions quand vous voudrez, d'accord? Là, je ne vous vois pas, je vois mon écran, mais je suis sûre que vous êtes là et ne vous inquiétez pas. Vous pouvez m'interrompre quand vous voudrez, d'accord? Donc, j'aimerais vous proposer une petite conversation autour de 4 thèmes et à partir justement de cette invitation à propos de ce mot innovation, innover, créativité, comment. Et je vais vous présenter la fédération à partir de ce regard, de mon regard en tant que bureau, gestion de la fédération et entre projets et actions, quelques exemples, n'est-ce pas, autour de cette thématique, innovation et créativité. Et à la fin, je n'aimerais pas conclure, mais réfléchir avec vous. Si on pense, si on a maintenant, si on est dans un moment, on a un pont, on pense à l'avenir, on va vers l'avenir, on aimerait vraiment un petit retour vers le passé. Donc là, ça c'est le plan de notre conversation. Si cela vous va, je commence. OK, Tiziane? C'est bon? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, pour réfléchir à cette innovation, créativité, tout d'abord, moi, quand on me fait une invitation ou quoi que ce soit, moi, je me plonge à nouveau dans des dictionnaires spécialisés et il est vraiment très important et agréable de retrouver des mots que nous connaissons, que nous prononçons par-ci, par-là, et on se rend compte que ces mots innovation, surtout dans les domaines de l'éducation, et honnête, je pense que nous sommes unanimes à dire que nous sommes dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Donc, ce mot qui vient, qui était proposé depuis très longtemps, il nous a donné beaucoup de problèmes quand on voyait les innovations qui venaient du haut en bas, n'est-ce pas? Donc, si on cherche, si on va vers des dictionnaires, et moi, pour ce petit moment-là, on sera dans quelques 15-20 minutes maintenant, n'est-ce pas? Donc, je suis allée vers les mots spécialisés et puis je me suis rendu compte, c'est vrai, parce que là, quand on pense à cela maintenant, on se dit c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Ça fait beaucoup de temps qu'on parle de cela. Et les gens, la plupart du temps, on est contre des innovations. La plupart des fois, quand on est dans les écoles, on dit ils viennent avec des innovations, cela ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les besoins vraiment des enseignants qui viennent comme dans des réformes, etc. Donc, ces mots innovation, c'est un mot très complexe parce qu'il n'est toujours pas positif. Des fois, on s'est dit non, non, je ne veux pas d'innovation. Je veux travailler dans une autre perspective. Et puis, on se dit là, toujours dans ce même dictionnaire, dans ce début du nouveau millénaire,
et à la lumière de ce que nous pouvons apprendre des expériences passées, ce qui est important quand on pense, quand on veut penser à innovation, c'est entreprendre ces cycles, le cycle de recherche, un dialogue, une proposition, des actions, des recherches à nouveau. Est-ce qu'il y a eu ces cycles où on vient avec des mots, avec de slogans, n'est-ce pas? Ah, on va innover l'enseignement secondaire, on va innover et puis des réformes que nous n'avons vraiment pas besoin, n'est-ce pas? Donc, ce cycle doit impliquer toutes les personnes et entités pour apporter des réponses alors créatives. Ça, c'est les dictionnaires qui nous les disent. Et donc, quand on pense à l'innovation, on va tout juste vers la créativité. Et si on travaille dans le domaine des langues, vous savez qu'à partir de 1970, Kuck nous dit que le Belk, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui me disent qu'est-ce que ça veut dire, Denise, Belk, n'est-ce pas? Et ce que c'est Belk, le Bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger. Donc là, on avait introduit des activités créatives. On voulait la créativité en salle de classe. Moi, je n'étais pas là en 1970 en tant que professeur, mais j'y étais en tant qu'apprenante. Moi, j'apprenais le français, n'est-ce pas, à la fin des années 70. Et donc, dans les méthodes, quand j'ai appris le français, est-ce qu'on travaillait dans ce que Kuck disait, la créativité comment? Qu'est-ce qu'on va faire dans nos salles de classe, n'est-ce pas? Et donc, voilà quelques exemples de ce qu'il appelle, après 1970, les 7 entrées du mot de la créativité dans les salles de classe. Mais nous, on est là, on parle dans notre domaine, on est dans le domaine de l'éducation et je vais vous apporter mon regard et la fédération, comment travailler, qu'est-ce que nous pensons à propos de innovation, créativité. Et quand on travaille comme des bénévoles, c'est mon cas, avec un groupe de professionnels, on rassemble des associations, n'est-ce pas? Là, dans cette manière d'innover et penser, c'est collectif, n'est-ce pas? Donc, je vous dis qu'à partir de ces regards que j'ai dans un bureau de fédération depuis très peu, je dois vous dire, dans ce contexte fédératif, mais dans les contextes associatifs, depuis 2013, j'ai commencé dans le bureau, dans cette gestion de la vie associative. Et je me suis dit, quand j'ai pu faire la réflexion pour cette table ronde, on a un bureau, on va prendre des décisions, on sera autonome pour ces décisions, on va gérer des projets, créer, penser à des projets. Il y a des difficultés également et on doit construire notre unité en tant que bureau, n'est-ce pas? Il y a la communication, on va communiquer, qui va décider, il y a des ressources, il y a les partenaires. Donc, autour de ces idées-là, dans la gestion d'une fédération, n'est-ce pas, je dois vous avouer que nous sommes un groupe de professionnels venus de partout, de plusieurs parties du Brésil, peu nombreux, mais qui se connaissent à peine, il faut le dire. Non? Quand on a repris maintenant ces bureaux récemment élus, et j'ai pu inviter une collègue de la PFDF qui travaille avec moi, qui était membre de la PFDF, pour venir travailler dans la trésorerie. Les collègues la connaissaient à peine. Et on s'est dit, on va travailler ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes là, on a un projet, on a des objectifs, des projets communs. Et donc, on va travailler en tant que bureau. Il y a un bureau qui est élu, c'est le collectif qui a dit oui. Ce n'est pas Denise qui a décidé, ah, je suis présidente. Non, il y a eu une élection. Il y a eu 60 jours pour que les gens décident de présenter des groupes pour les élections. Et puis, on a, à partir de cela, à partir de cette décision collective, il y a l'autonomie des membres de ces bureaux, n'est-ce pas, de faire de travailler les projets qui avaient été proposés au préalable, n'est-ce pas, et penser de l'individu au groupe, parce qu'on est un groupe, un bureau, mais nous sommes 6, mais nous travaillons avec
un collectif, plusieurs associations. Et alors, comment ça se passe, cette autonomie dans la gestion par rapport à d'autres groupes qui sont là devant nous? Et donc, quand je prends le mot autonomie, moi, je vous parle d'où je viens, d'où je suis, ou comment j'ai compris cette catégorie qui est centrale. Nous savons, bien évidemment, et moi, toujours, je m'aimais, je relis, je lis l'œuvre de Paulo Freire assez souvent, et on s'est dit, mon Dieu, mais là, il proposait déjà, il nous surprenait en 96. Moi, comme je cite comme exemple, ma mère, elle a pu assister des conférences à cette époque-là de Paulo Freire et elle me disait, c'est incroyable, toutes les pensées, hein, comment on va systématiser et on pense à l'autonomie, mais il comprenait et il disait, il y avait ce paradoxe, n'est-ce pas? On est dépendant, mais on veut être autonome. Que faut-il faire? Et donc, si on travaille à la page 57, si on y va dans ce dictionnaire avec des spécialistes de Paulo Freire qui viennent nous dire ce que c'est l'autonomie, donc c'est proposer beaucoup d'espaces, des espaces de réflexion. Donc on va proposer la fédération et on veut devenir autonome et on veut discuter cela, mais à travers des espaces de justement l'occasion et des moments pour des discussions. Et non seulement des moments, procurer des moments de discussion, de réflexion pour les enseignants, mais discuter également quels sont les moments que nos enseignants et nous-mêmes, quels sont les moments dans nos salles de classe que nous pouvons vraiment discuter, réfléchir avec nos apprenants. Et voilà, donc on propose des congrès ayant non seulement les rapports de recherche, mais il y a aussi des rapports d'expérience en proposant des ateliers. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre quels sont les espaces de réflexion pour les apprenants. Et donc, ce qui est important quand on pense, et surtout à mon avis, et moi je suis tout à fait d'accord avec la chercheure qui a travaillé ce terme dans les dictionnaires spécialisés à propos de Freire, elle a dit que nous devons vraiment devenir responsables de nos actions, de nos choix. On fait des choix. On a choisi celui-ci et pas un autre chemin, n'est-ce pas? Et pourquoi? N'est-ce pas? Quelle est notre façon d'apprendre, d'enseigner, notre façon de ressentir les mondes, de parler, d'agir, notre mode de vie? Et alors, si je comprends que nous sommes un groupe, nous avons de l'autonomie pour décider, parce qu'on avait été élus, et on travaille, on va proposer nos idées, n'est-ce pas? Cette autonomie, justement, si on est dans cette perspective, à partir de l'œuvre de Paulo Freire, on pense à la solidarité, on pense à tout ce qui est collectif. Cette autonomie qui nous fait comprendre mon histoire, notre histoire. Donc, alors pour nous, c'est important de reprendre l'histoire de la fédération, penser à d'autres gestions, qu'est-ce qu'ils ont fait, faire pérenniser nos actions, n'est-ce pas? Garder cet espace historique de la fédération, n'est-ce pas? Construire ce processus aussi de décision. On voit nos membres, on appelle à des assemblées, c'est l'assemblée qui va décider. Là, on va proposer ce que nous voulons faire. Ils vont dire oui ou non, n'est-ce pas? Et donc, dans ce sens d'autonomie que j'aimerais vous présenter quelques projets et actions, des exemples très simples de la fédération à partir de cette réflexion et de cette invitation que Tiziane m'a fait. Et puis, on parle de projets et actions. Et là, cette année particulièrement, je me disais, on a proposé plusieurs formations en continu, on a proposé quelques appels, on a proposé une action interne. Peut-être vous, les professeurs, ne le savent pas, mais par exemple, Tiziane, qui est présidente, elle a tout un rapport différent du vôtre dans le cadre quand elle travaille avec la fédération, parce que la fédération travaille avec les associations. Et moi aussi, j'ai un rapport avec la fédération internationale. Donc, j'ai organisé, j'ai essayé, et cette réflexion, on se rencontre, le bureau se rencontre, on a une réunion fixe, on discute, on passe des heures à parler de nos projets. Et ça, ce n'est pas un projet, c'est plutôt une action à partir d'une idée plus
disons, plus grande, un projet cadre. Et est-ce qu'on veut innover? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a eu on peut être autonome pour décider et faire cela? On a besoin de poser la question à nos membres associés, oui ou non. Ce sont des projets qui s'ouvrent à la communauté ou non, des projets personnels. Donc tout ça, ce sont des éléments de réflexion pour nous. Et quand on parle de ça, et moi j'ai dit on va avancer, est-ce qu'on va oser? On est là. On a les groupes qui vont nous juger, qui vont nous évaluer également. On a notre assemblée. C'est l'assemblée qui décide. Donc en 2018, il faut dire que nous avons eu une rencontre en décembre avec les présidents. C'était le moment de réactivation de la fédération qui était bloquée depuis 2 ans et demi. On a mis presque un an pour régler la fédération. Et ça, ce n'est pas facile. C'est facile à dire maintenant, mais ça a été très difficile à vivre, n'est-ce pas? À tout comprendre. Parce que quand on perd la légitimité, quand on perd le côté juridique, quand on n'existe pas, parce que quand on a une représentation, on n'existe pas en tant que bureau, n'est-ce pas? On est là, on représente, bien évidemment, mais les côtés juridiques, on va chez le notaire, il va dire oui, vous existez. Et donc, on a mis un an pour tout régler. Et quand on a pu régler les côtés juridiques, pas le côté fiscal, on a fait une réunion, une rencontre de 2 jours avec tous les présidents. Parce que les présidents, eux, ils viennent avec leurs associations, parce qu'eux aussi, ce sont des gens qui vraiment répondent, n'est-ce pas? Ce sont les responsables de la vie associative dans les États. Et en 2019, l'année passée, on a créé vraiment, surtout à partir de tout le travail fiscal qu'on a dû entreprendre, surtout comprendre pourquoi en 2019, la Fédération brésilienne des professeurs n'avait jamais eu un autre responsable que le premier responsable de 1900 qui était là, le président Luis Cunha, qui était président en 1993. De 1993 jusqu'à 2019, c'était lui le responsable. Et pourquoi tout cela? Un seul responsable, plusieurs gestions. Que s'est-il passé? Pourquoi les gens n'ont pas réussi à régler cela? Et on a découvert la raison tout simplement parce qu'on avait en 2000, si je ne me trompe pas, 10 ans plus tard, on avait écrit les numéros du CNPJ incorrect. On a mis dans un formulaire les numéros, au lieu d'avoir mis le numéro correct de CNPJ, à la fin c'était 10 et j'avais retrouvé 16. Donc quand les gens travaillaient à partir de ce numéro 16, incorrect, c'était 10. Et puis, je me disais, peut-être c'était cela. Il y avait un petit blocage, les gens entraient, le CNPJ n'était pas correct. La fédération, partout dans le Brésil, vous savez que dans chaque région, il y a de différentes approches chez les notaires. Mais on a découvert cela. On a pu régler. Et après, on s'est dit, on va agir, on va oser. Et en 2020, à partir de cette année, on a commencé à s'ouvrir en ce qui concerne les 3 grands projets de la fédération. Et dans ces projets, quelques actions qui sont importantes. Et quand je dis oser, je dis ce mot oser parce que nous sommes peu nombreux, nous sommes 6, n'est-ce pas? Et nous sommes là maintenant devant une journée internationale des professeurs de français et il y a plus de 30 activités et on a osé, on a demandé un projet à la Fédération internationale des professeurs de français. Ce projet a été accepté. J'ai pu former une équipe. J'ai 5 professeurs qui travaillent avec moi. Vous dites, on paye 5 personnes pour nous aider. Et on dit, mais on peut le faire? Bien sûr, on peut le faire. On peut le faire, on s'est organisé et on va oser, on ose travailler d'une façon différente. Et puis là, quand on travaille quand on pense tout ça dans le cadre de l'innovation et de la créativité,
je me suis dit, on travaille, on organise des événements et tout ça, c'est par exemple thème de notre AG, les 12 décembre. Là, on pense au projet très important d'ailleurs de formation continue, les congrès brésiliens des professeurs de français en 2021. Cette année, on a vécu la crise sanitaire. Donc, on s'organise, on fait un plan A, un plan B, un plan C. On pense à nos ressources maintenant. Vous avez tous et toutes vécu cela. Les coûts sont différents maintenant. On croyait avoir de dépenses d'un côté, on a dans un autre, il n'y en a plus. Donc, les partenariats que nous avons maintenant, on s'est dit, des partenariats très ciblés. On travaille avec les représentations diplomatiques au Brésil. On travaille par exemple avec les centres de la francophonie des Amériques. Vous, je ne sais pas combien d'entre vous a participé au webinaire du Centre de la francophonie des Amériques. On a proposé 7 webinaires, mais je ne sais pas si vous étiez au courant, peut-être pas. Mais moi, j'ai participé en juillet à 3 réunions pour organiser cela. Non seulement le Brésil, moi j'ai représenté le Brésil, mais je travaillais avec le Costa Rica, les États-Unis, la Louisiane. Et nous trois, n'est-ce pas? Le Pérou, malheureusement, n'a pas pu venir, mais il a été invité également, la Fédération Pérou. Et nous, on a décidé quelles seraient les formations. Et donc, vous avez participé, et je suppose, il n'y avait pas notre logo là-bas, mais en tout cas, c'était nous qui avions décidé les dates, les horaires, etc. Et on aura une réunion la semaine prochaine pour les post-mortem. On va évaluer combien de gens ont participé à ça. Donc, c'est un partenariat. Il n'y a aucune, disons, ressource. Il n'y a pas d'argent là-dessus, mais c'est du temps consacré pour discuter ensemble. N'est-ce pas? Donc, c'est un partenariat important, même s'il n'y a pas notre logo là-bas, n'est-ce pas? Mais on avait discuté parce que les gens veulent offrir, par exemple, les centres de la francophonie, ils ont beaucoup de possibilités. L'offre est énorme. Ils sont venus participer au congrès à Brasilia. Donc, tout ça, cet espace de visibilité et de l'appui de la fédération, des fois, vous ne savez même pas, mais la fédération est là. Pourquoi? Parce que cela, ça fait partie du projet important de la fédération. On a 3 projets. Un projet lié à la communication, un projet cadre, n'est-ce pas, lié à la formation continue et un projet lié à l'organisation de nos membres, les associations qui doivent devenir des associations telles quelles, comme il le faut. Donc, ce projet s'appelle APF Légal. Donc, voilà quelques petits exemples des actions, surtout quand on dit on va innover. On a un site, n'est-ce pas? On a un site, vous connaissez peut-être, depuis 2008, c'est le même site de la fédération. Et là, on a investi pour un nouveau site. On va vous parler de cela les 26 lors du webinaire de l'ambassade de France. Et là, on a créé un espace qui n'existait pas. D'ailleurs, on a créé plusieurs espaces qui n'existaient pas. PEL, politique éducative linguistique. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entrer là-dessus. Vous allez voir les actions de la fédération. Par exemple, là, c'est le site qui est là, n'est-ce pas, jusqu'au 26 novembre. Je ne sais pas si vous serez là à 14h, et on va parler de cela. Donc, le site, on a ouvert d'autres espaces qui n'existaient pas. On a voulu innover, bien sûr, mais c'était une demande. C'était une demande, donc je vous invite à surfer sur les sites et voir ce que c'est cette politique éducative linguistique. Et vous allez constater la présence de la fédération, dans les documents officiels qui a été lancé pour les écoles bilingues. Vous allez voir comment on a pu travailler et écrire un document ayant 11 pages. Et la loi, entre guillemets, je dis la loi parce qu'ils sont en train de valider cela, a pris plusieurs paragraphes de nos suggestions. Donc voilà, la fédération, elle est là. Elle a innové quand elle a ouvert cet espace. En tant que fédération, mais mon association va présenter un projet que nous avons mené. Maintenant, c'est quelques minutes, donc je vais discrètement sortir, mais je vais laisser mon email et on pourra discuter. Je suis contente de pouvoir être là.
les petites références ici. Et voilà, c'est ça. Je ne sais pas, Tiziane, si Alors, c'est... Denise, merci beaucoup. Hein, est-ce que je peux poser une toute petite, en fait, c'est une petite provocation avant que tu ne sortes. Hein. Un mot que tu as utilisé, c'est celui de la mémoire, de l'écriture. Hein. Et je sais que la fédération, elle, en ce moment de la Journée internationale des professeurs de français, propose des matériels écrits hein, de notre vie de professeurs, de notre vie associative. Est-ce que tu peux nous avancer un petit peu ce qui nous attend pour les journées qui viennent hein, pour les Nous avons, publications, pour... je vais vous inviter à surfer sur les sites de la Fédération. La programmation complète, elle est là. oui. Donc, vous avez programmation complète, version 2, parce que nous avons reçu dimanche la programmation d'un État qui n'était pas présent. Donc, on a dû refaire. On a envoyé la programmation complète aux associations vendredi au soir. Et là, par exemple, là maintenant, la PFDF, elle fait un travail de la PFDF, n'est-ce pas? Pas de la fédération. Oui. Mais nous aurons on va participer à plusieurs activités et pendant le livre de l'ambassade de France, on va vous présenter quelques associations. C'était l'ambassade de France qui avait décidé, qui avait choisi 2 associations et nous, on va vous faire une surprise, mais je ne veux pas dire ce que c'est. D'accord. Donc, je vous invite à y participer. Et j'ai mis mon email. Et moi, je vais partir parce que je dois participer à l'activité de la PFDF. Malheureusement, on avait fixé les mêmes jours, presque les mêmes horaires. Mais je serais très contente de pouvoir me rencontrer avec Tiziane après, avec Kao qui représente Alagoas, Ismaël qui représente Piauí, n'est-ce pas? Ce sont des associations, des gens qui s'organisent pour avoir une association. Pour l'instant, ce sont des représentations. Il n'y a pas un bureau. Il y a un bureau, il y a des gens qui se réunissent, qui veulent former un bureau, mais entre le vouloir et le partir chez les notaires, voir ce que c'est l'association, il y a vraiment un chemin à parcourir et je vais vous dire que nous sommes là pour vous aider. D'accord? Vraiment pour vous aider. Vous pouvez compter sur nous. D'accord? Merci. Merci Denise, merci. Merci à vous. Alors, on comprend très bien hein, que la fédération est assez prise cette semaine-là par d'autres programmations. Alors, allez-y, embrasse les collègues de la PFDF. Hein, Oui. Et voilà, merci de ton intervention. Merci. Et je passe la parole. Je vais vous parole. passer les PowerPoint après. Si tu veux, oui, merci beaucoup. Merci. Alors, je passe la parole à Ismaël et Orphélie qui viennent nous parler de ce que nous ont préparé pour cette soirée. Bonsoir à tous. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Denise a dit. En 2021, on va faire la régularisation de notre bureau. Et on a donné le premier pas, que c'est de former, premièrement, un groupe fermé pour former cette chape. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais c'est... Ophélie est membre de l'association et je l'ai invitée pour sa participation. J'ai donné un cours de français au niveau d'extension à l'Université fédérale de Piauí avec elle. Elle est très collaborative et je trouve Ophélie une personne qui peut être à côté de moi et à côté du bureau de Piauí. Et je voudrais remercier aussi la présence de Thiago Souza, professeur de français, et Larissa,
qui sont là aussi dans notre équipe. Donc, Ophélie va parler de ses expériences et elle va donner quelques solutions dans les domaines de notre thème d'aujourd'hui, innovation et créativité. Et après, je vais parler pour finaliser notre parole d'aujourd'hui. OK? Ok. Bonsoir, donc j'aimerais d'abord me présenter puisque bon, je crois que personne d'entre vous me connaît, donc je suis française et j'habite ici au Piauí depuis 2014 et bon, j'habite au Brésil depuis 12 ans, j'habitais avant dans l'état de Sao Paulo et depuis que j'habite au Piauí, je donne des cours de français, donc des cours particuliers principalement, des cours de conversation pour des personnes qui ont déjà un niveau un peu plus avancé. Et également, donc comme le cours d'extension que j'ai fait à l'Université fédérale du Piauí, donc des cours plus pour des cours plus traditionnels, on va dire, d'écriture, de lecture, d'apprentissage de la langue depuis le niveau plus basique. Donc, on a réfléchi un petit peu avec Ismaël ce qu'on pourrait dire au niveau de l'innovation et de la créativité. Donc, on est dans un état du Piauí où... Juste un instant. Juste un instant, Ismaël, je reviens tout de suite. Okay. Et donc, Ophélie, elle est avec sa fille. Je peux parler de ma présence. Je suis brésilien, comme tout le monde sait, et Ophélie est française. Et les autres personnes qui sont à côté de nous, ils sont brésiliens et études français, lettres français, portugais à l'UFIPI. Et après, je peux passer et je fais justement ce que Denise m'a dit dans une petite conversation privée. On fera une nouvelle élection. Je suis en train de chercher des pas pour arriver là-bas. OK? Donc, notre problème général généré par la pandémie, les chocs de changement dans tous les aspects qu'on peut imaginer, et la nécessité de repenser la forme de donner des cours de français. Et la solution que je trouve à nous, c'est un cours par des applications en ligne comme Zoom ou Meet, ce qu'on utilise maintenant, et proposer une motivation plus pour s'adapter aux nouvelles demandes. Le professeur de français doit être sensible dans la capacité les gens à étudier le français plus qu'avant, tous les domaines de l'apprentissage. Vous pouvez continuer. Allô? Oui, excusez-moi, je suis toute seule avec ma fille de 2 ans et c'est pas toujours facile, excusez-moi. Et donc, je disais que l'État du Piauí, c'est un État qui est vraiment au niveau de développement de l'apprentissage du français, etc. C'est un État qui a encore beaucoup de besoins. Et le français n'est pas une langue qui est très parlée ici. Je crois qu'on est 3 ou 4 Français ici à l'État, tout l'État du Piauí. Et donc, il y a très peu de cours de français qui sont proposés et donc peu d'élèves puisque la demande est assez... la demande est faible et l'offre également est assez faible. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a réfléchi à l'innovation et à la créativité dans notre contexte qui est complètement différent, bien entendu, de l'association nationale, Brésil, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? Actuellement, on est dans un moment assez compliqué au niveau mondial avec une pandémie, des quarantaines qui nous obligent à rester chez nous et à pas, même si on ne reste pas seulement chez nous, mais à ne pas pouvoir se regrouper. Et donc, comment offrir des cours de français? Généralement, ce sont des groupes qu'on forme, et sachant que les universités sont fermées, puisqu'on donnait des cours à l'université, et même les écoles de langue sont fermées. Donc, comment repenser un petit peu la façon comme on donne des cours de français? Moi-même, qui donne des cours particuliers, j'ai dû arrêter tout mon travail avec mes élèves.
Donc, c'est le contexte actuel nous a fait repenser un petit peu et utiliser les technologies qu'on utilisait déjà dans la vie de tous les jours sous toutes ses formes, mais qu'on n'utilisait pas forcément, tout du moins ici dans l'état du Piauí, qu'on n'utilisait pas forcément pour donner des cours. Donc aujourd'hui, on a plein de plateformes comme Meet qu'on utilise actuellement, mais il y en a également d'autres sur le marché comme Zoom, et on peut former soit des groupes ou alors utiliser seulement entre 2 personnes pour pouvoir faire des classes. Et donc forcément, il faut adapter la forme d'enseignement puisque il faut trouver une façon de motiver les élèves. Quand on est à distance, c'est plus facile d'obtenir la concentration des élèves et donc de les faire participer également. En salle de classe, c'est beaucoup plus facile. On fait des jeux de théâtre et on fait des petits groupes pour discuter de certains thèmes. Donc, c'est beaucoup plus facile en salle de classe. Mais quand on est dans une salle virtuelle comme maintenant, c'est beaucoup plus difficile premièrement de voir tous les participants, de savoir s'ils sont concentrés, s'ils sont pas en train de regarder leur portable ou en train de s'occuper de leur enfant qui est à côté. Enfin bref, il y a tout un tas de choses quand on est à la maison qui nous enlèvent notre attention. Donc il faut repenser un petit peu la façon traditionnelle qu'on utilise en salle de classe. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça ? Au-delà d'utiliser les technologies, il faut penser aux enseignements qu'on doit faire dans les salles de classe, donc la grammaire, la conjugaison, principalement l'écriture et la conversation. Donc, on doit utiliser non seulement les applications par vidéo, mais également les mails, par exemple, pour pouvoir envoyer des vidéos. Donc, le professeur peut envoyer des vidéos, peut envoyer des articles, et les élèves doivent faire un travail préliminaire à la classe pour, en salle de classe, pouvoir discuter. On ne va pas mettre une vidéo, par exemple, qui va nous prendre 10-15 minutes d'une classe. Donc, plutôt, tout le monde a déjà vu le matériel au préalable. Et ensuite, on va discuter, on va également voir décortiquer un article, par exemple, pour voir les points de grammaire, le vocabulaire. Mais tout le monde doit déjà avoir fait un travail préliminaire en utilisant le mail pour partager tous les types de supports qu'on peut avoir, comme les vidéos, les audios, les articles, les exercices qu'on peut également. Et les élèves peuvent renvoyer également par mail pour correction et pour discuter sur certains points qui peuvent ne pas être clairs au cours de la classe. Une autre chose qui peut être faite à distance est le travail d'écriture. Donc, on peut proposer des sujets. Donc, moi, j'aime beaucoup proposer des sujets sur la vie quotidienne ou sur des sujets d'actualité pour que l'élève élabore des rédactions ou un mini-article, un poème, un conte. Et au-delà de l'écriture, comme j'ai dit, c'est difficile d'avoir cette interaction pour une partie qui est très importante que je trouve dans l'apprentissage du français, qui est des mini-théâtres et des mini-groupes de 3-4 personnes pour développer sur un thème ou faire des présentations aux autres. Donc, il faut essayer de trouver, même avec les salles de classe virtuelles, une façon de faire ça. Donc, j'ai déjà essayé de faire par le passé, de former des groupes, des petits groupes avant la salle de classe pour que les personnes puissent élaborer une présentation et présentent, comme nous on le fait maintenant, au reste de la classe dans la salle de classe virtuelle. Mais il faut vraiment s'adapter. C'est une adaptation, donc c'est pas vraiment une innovation qu'on apporte, mais dans notre contexte ici du Piauí, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et quand ce sera possible un retour en salle de classe, il y aura une autre adaptation qui sera probablement, on peut imaginer que l'année prochaine, il y aura un retour en salle de classe, mais en faisant très attention à la distance entre les élèves. Donc, même ces regroupements d'élèves pourra peut-être être un petit peu pénalisé. Mais je considère, moi, comme professeur de français, c'est toujours
plus adapté être en salle de classe, parce qu'on a vraiment le partage, c'est beaucoup plus facile de participer, de poser des questions, de voir comment l'élève, s'il comprend ou s'il fait une tête un peu bizarre parce qu'il n'a pas compris ce qu'on est en train de dire, etc. Donc, c'est la réflexion que j'ai faite. Et une autre chose que je pense qu'on peut essayer de développer et qui n'est pas non plus une innovation parce que ça existe déjà, mais ici au Piaoui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de professeurs qui l'aient fait, mais c'est des échanges internationaux. Donc, essayer d'avoir des élèves qui vont à l'étranger et essayer d'obtenir des bourses. Et pour partir dans un pays francophone, et développer leur langue, avoir un contact avec la culture française, c'est un point que j'essaie toujours de renforcer. Et quand j'aime beaucoup participer avec Ismaël parce que justement j'apporte ce côté culturel. Pour moi, une classe de français, c'est pas seulement apprendre le français, mais c'est apprendre une culture. Et donc d'aller dans un pays, découvrir la culture et ensuite passer cette culture dans les salles de classe aux élèves. Et ça, je pense que c'est quelque chose, je suis pas sûre, mais au Piaoui, et si il y a peut-être un ou deux professeurs qui l'ont fait, mais c'est très peu. Et je pense que par le futur, on pourrait essayer d'améliorer ce point-là également. Donc voilà ce que j'avais à dire à peu près. Si vous avez des questions, sinon je vais laisser la place à Asmaël. Donc, quand tu étais avec Clara, Ophélie, j'étais en train de dire que les théâtres, même à la distance, c'est important. C'est que je te montrais aussi pour suivre la séquence d'apprentissage de la langue française, d'écouter, parler, lire et écrire. Et je trouve qu'avec les théâtres, on peut faire trois choses comme ça, écouter, parler et lire. Parce que pour faire une petite présentation, une petite jeu de rôle, on va lire et après on va écouter quelqu'un ou une vidéo et après on va parler. Et comme tu l'as dit déjà, on peut faire par des emails, on peut recevoir les choses écrites. En complément, les premiers pas qu'on fait ici au Piaoui, c'est de former ces groupes. Tiziane, comme tu vois, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Ophélie, je suis avec Thiago, je suis avec Larissa d'ici du Piaoui. Et je crois que j'ai déjà le nombre de personnes que Denise m'a dit que c'est nécessaire pour faire les nouvelles élections à 2021. Et je peux passer les noms pour les groupes. Et ce sont notre réflexion d'aujourd'hui pour parler, c'était ça. S'il y a des questions à moi, je suis là. Merci bien, merci à tous les deux. Hein? Voilà, je demande aux participants s'ils veulent poser des questions aux collègues avant qu'on ne passe la parole à Kao. Oui, je veux poser une question qui m'intéresse vraiment, Tiziana. C'est Ophélie, elle a parlé des échanges internationaux. Est-ce qu'il y a de programmes pour les échanges de l'Université fédérale du Piaoui aux pays francophones et tout ça? Est-ce qu'il y a quelques programmes qui travaillent avec des étudiants brésiliens qui vont faire ces échanges? Alors moi ici, excuse-moi Ismaël, moi je connais pas ces échanges. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer. Et Ismaël doit savoir un peu plus par rapport à ce sujet que moi. Je suis pas vraiment, je n'ai pas les détails. Ok. Elle vient d'arriver à notre association. Elle va initier son travail dans les domaines culturels et elle est en train d'apprendre comme moi et comme toi et comme tout le monde ici. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est peut-être un projet pour l'avenir, ce projet d'échanges internationaux et tout ça. Okay. Ce que je sais, peut-être les collègues Thiago et Larissa peuvent me corriger, c'est que l'Université fédérale du Piauí, elle participe au Français Sem Fronteiras. Donc, on a des échanges entre des professionnels, des apprenants, des étudiants
qui cherchent à faire une partie de leur cours dans des pays francophones. Ah, super, intéressant. Merci, merci Ismaël, merci Ophélie, Tiana. Rien, je vous en prie, toujours. Ok, comme ça, Chaos, c'est ton tour de présenter ce que tu nous as préparé. D'accord, je vais essayer de partager quelques diapos, mais je vais lire encore un petit texte de présentation. Je vais expliquer ma participation, mon intervention d'aujourd'hui. Je remercie premièrement à cette belle équipe de l'association des profs de français du Ceará, parce que ce sont des amis que je connais depuis longtemps. Je remercie vraiment pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là. Je ne sais pas si je vais être si innovant comme les autres, mais parce que je vais présenter quelques actions qui sont déjà réalisées dans notre université et je vais aussi présenter le statut actuel de notre association des profs de français. Comme Denise a bien parlé, on est en train de réactiver notre association. Nous avons déjà un groupe, mais ces groupes, il n'a pas commencé le vrai travail d'une association. On recommence les activités, on réactive notre CNPJ. Et comme premier pas, nous avons développé une petite analyse documentaire des actions de la langue française dans notre État. C'est possible de voir? Oui, Chaos. OK. Vous voyez une présentation, d'accord? Oui. OK. Voilà, ici, c'est une petite présentation. Je vais vous présenter l'état de l'enseignement du FLE de notre État, parce que ça, c'était notre premier pas comme association. Je dois dire que cette présentation a été élaborée par moi et par Rosaria Costa. C'est une prof de français aussi de l'Université fédérale d'Alagoas. Elle n'est pas là, mais c'est une prof qui travaille vraiment pour la diffusion de l'enseignement du français dans notre État. Bien sûr, les objectifs de notre association de profs de français, c'est la promotion de l'enseignement de la langue et des cultures de pays francophones. Bien sûr, notre objectif est aussi le soutien des professeurs dans leur activité professionnelle. Et nous voulons aussi stimuler d'échanges d'idées et d'expériences, encourager la participation de membres à des projets de formation continue et défendre l'enseignement de la langue française. C'est pour ça qu'on a pensé à vous présenter ce texte du français à l'université et la situation actuelle. L'Université fédérale d'Alagoas est une des institutions publiques de l'État responsable pour la diffusion de la langue française. La situation de l'enseignement de la langue française de notre État, elle reflète ce qui arrive dans la plupart des États au Brésil. Une offre qui se résume aux cours libres, soit payants ou gratuits. Par contre, de nouvelles exigences, tantôt dans le contexte universitaire, tantôt dans le contexte général, dû à la mondialisation, nous exigent une compétence linguistique chaque fois plus élaborée et adaptée aux situations d'usage et l'expansion de l'enseignement-apprentissage. À partir de cette idée, ont été créés dans le domaine de ce qu'on appelle extension universitaire, 3 projets. La Maison de Culture au campus, ce qu'on appelle le CCC, la Maison de Culture d'Expression Française, ce qu'on appelle CCF, et aussi, ce sont des projets destinés aux étudiants de diverses licences de l'université, aux étudiants de l'école publique et toute la communauté de Maceió et de villes voisines. Nous avons aussi le programme d'intériorisation de langues étrangères, ce qu'on appelle PLAY, Programme de Línguas Estrangeiras. Ici, je vous montre cette petite recherche, une analyse documentaire. On a presque 1000 étudiants qui font un cours de français dans notre État.
Et ici, je vous montre la carte d'Alagoas et on peut voir chaque drapeau présente une unité de cours de français. Quelquefois, nous pouvons dire que dans des villes où le français n'existait pas, l'Université fédérale a été la responsable pour promouvoir des cours gratuits à la communauté de cette ville. On avait vraiment une concentration des cours ici, à Maceió, mais à partir des projets d'extension de notre université, le français, il arrive à d'autres villes de la campagne. Depuis les années 90, la Maison de culture d'expression française, elle est ouverte à la communauté en général. Aujourd'hui, elle est composée par un cours de FLE avec 6 niveaux. Il va du niveau A1 jusqu'au niveau B1. La charge horaire est de 45 heures et l'équipe est formée actuellement par 4 enseignants en formation initiale. Ici, on doit dire qu'ils sont tous boursiers. En présentant un cadre hétérogène, les apprenants, ils ont de 16 ans à 60 ans et sont issus de divers niveaux de scolarité, ce qui représente l'importance et la portée des cours gratuits offerts par la maison face aux besoins de la société d'Alagoas. Les maisons de culture au campus ont été créées en 2010 pour offrir aux étudiants de l'université, ce projet est spécifique pour les étudiants de l'université, pour offrir aux étudiants l'accès à l'enseignement de la langue, des langues étrangères et de la langue française, bien sûr, gratuitement. Peu à peu, ce projet a grandi et a occupé un espace qui devrait être remplacé par institut ou centre de langue. Ça, c'est aussi un projet de notre institution. Après le début du processus d'internationalisation des universités brésiliennes, ces maisons ont gagné encore plus d'importance. Le cours de français général de la Maison de culture française est composé par 6 niveaux, du niveau A1 au B1, avec une durée de 45 heures par niveau. Aujourd'hui, cette maison, elle compte environ 60 apprentis, 7 enseignants en formation initiale. Et si on parle d'innovation, depuis 2019, les programmes d'intériorisation et d'internationalisation de notre université articulent les axes d'enseignement, de recherche et d'extension. C'est un programme, ce qu'on appelle PLAY, c'est un programme qui offre des cours de langue au campus de l'Université fédérale d'Alagoas. Pour finir, je vous montre quelques images, quelques chiffres. Les institutions privées de notre État, ça c'était notre premier pas comme association, en fait comme groupe qui veut réactiver notre association. On a fait cette recherche, cette analyse documentaire. Ici, ce sont les institutions publiques d'enseignement du français. Et ici, je vous présente quelques chiffres de la Maison de culture d'expression française et de la Maison de culture au campus. Trop vite. Trop vite, pardon? Oui. Oui, voilà. Merci. Je reviens. Oui, parce que c'est précis, non? Et alors, ça fait un peu tourner. Ouais, je vais représenter, je présente à nouveau. Ici, ce sont les chiffres de la Maison de culture et expression française. Ce projet d'extension, son public, ce sont les étudiants de l'école publique de l'État et aussi n'importe quel participant. Il n'est pas restreint aux étudiants de l'université. Dans cette partie-là, on voit le cours offert, ici le participant et la quantité de boursiers et de bénévoles.
2018.1, 2018.2. Ici, on présente la maison des cultures du campus. Ce sont les cours de français dont le public visé, ce sont les étudiants de l'université. Et ce programme, c'est notre innovation, c'est le programme de langues étrangères qui va être offert dans des villes qui n'avaient pas vraiment de cours de français, sauf le cours d'anglais et d'espagnol. Et à ce moment, en 2019, en fait, on a commencé à réfléchir à l'importance du français comme langue étrangère pour les étudiants de notre université. Ici, on voit le tableau récapitulatif. On voit qu'en 2019, on a vraiment une augmentation par rapport aux participants des actions de français de notre institution. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci, Kao. Merci à toi de ce panorama si riche, hein, plein d'informations, plein de vigueur. Hein. Avant de nous quitter, j'aimerais savoir si les collègues, si les participants ont des questions à te poser ou à poser aux autres participants. Ismaël, je crois qu'il n'est plus là, mais Ophélie, elle est toujours là. Moi, si vous me permettez, j'aimerais... Quand dis-moi, combien vous êtes en tant que professeur de français pour faire cette révolution hein? En peu de temps, vous avez installé pas mal de choses. Vous êtes entré, vous êtes quitté la capitale pour aller dans d'autres villes. Hein? Dis-moi combien vous êtes. En fait, Tiziana, c'est une question très intéressante parce que nous sommes en 4, sauf 4 profs de français pour gérer le cours de français du cours de lettres, la coordination de projets d'extension. Moi aussi, je participe au programme d'initiation scientifique. Les étudiants des français de notre université, ils font aussi de la recherche, c'est-à-dire c'est un groupe très restreint, mais qui a vraiment du boulot. Oui, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Ouais, oui, chapeau, oui. Hein, bravo. Hein. Merci, c'est gentil. Oh, c'est normal, c'est vraiment un gros boulot. En fait, un beau travail que vous faites. Merci. À ce moment, notre prochain pas, c'est la réactivation de notre association pour qu'on puisse développer d'autres activités en réseau, en fait, avec les autres institutions. De rien, Maria Regina. Quand tu avais commencé sur ton premier, c'est pas un diapo parce que c'est le plaisir, mais tu as déjà disons, les premiers mots de ton statut. Hein, alors, les buts et tout, tu écris déjà le statut de l'association dans la loi. Hein? Là, je vois bien que vous travaillez dans ce sens-là. Oui, voilà, il est presque fini notre texte et on est en train de le réviser pour qu'on puisse produire un texte bien accessible et bien clair en fait. Oui, ça se voit, c'est énormément clair, c'est énormément, ouais.
D'autres questions? Bon, je ne voulais pas poser cette question, mais malheureusement, je dois le faire. Vous travaillez, Ismaël et Carl, dans l'université fédérale, et on sait bien que depuis 2018, 2019, précisément, ça a changé. Et comme on sait bien que enseigner, c'est un acte politique, et je voudrais bien savoir comment innover, comment être créatif dans un moment comme ça, parce que on sait bien comment ça marche. Hein. Et dans une université fédérale, pour faire des projets, s'il n'y a pas d'investissement, assez d'investissement, comment c'est possible d'innover? Bon, soyez à l'aise de ne pas répondre. Hein. Ok, merci Marino. Je ne sais pas qui commence, Ismaël peut-être, mais je peux dire quelques mots. J'ai l'impression qu'Ismaël n'est plus là. Il n'est plus là, d'accord. Marino, tu as tout à fait raison. C'est un scénario très difficile au prof de français, en fait, le prof de langues étrangères en général. Mais par rapport à notre université, on développe de nouvelles actions, toujours pensant à ce nouveau cadre qui nous est imposé par l'internationalisation. Les activités développées par notre institution, elle est toujours liée à notre cadre d'internationalisation, c'est-à-dire quand le prof, ils vont proposer un nouveau projet, ils pensent toujours à des projets qui soient liés à un projet de politique linguistique pour l'enseignement, pour les échanges. Par rapport à la créativité, on a associé les actions du français au marché du travail. Ce programme dont je parlais, qui s'appelle Fausse Pontale, c'était un programme d'enseignement pour enseigner le français à des vendeurs et des vendeuses qui vendaient des artisanats ici à Maceió, parce que notre ville, elle reçoit vraiment un groupe très grand de touristes francophones. Et c'est pour ça ce projet qui a été mené par la prof Rosaria, il était si important pour la communauté parce que les étudiants, ils faisaient un projet en tant que bénévoles. Ils ne recevaient pas une bourse pour travailler. Par contre, ils ont développé un travail très important pour que ces vendeurs et ces vendeuses puissent travailler avec les touristes francophones. Je vous félicite. Hein. C'est très bien. C'est une sorte d'investir dans Fausse. OK. Merci. Merci à toi. Voilà, quand on n'a pas le pétrole, on a la créativité, n'est-ce pas, Cal? On n'a pas le financement, mais... Oui, voilà. Ouais. Et puis, puisque j'ai dit on n'a pas le pétrole, vous faites combien de kilomètres si on part de Maceió pour aller à d'autres villes? Environ combien de kilomètres par moyenne? Je ne sais pas kilomètres, mais c'est peut-être 2 heures en voiture. 2 heures, 3 heures. C'est une voiture de service ou c'est la voiture personnelle? De service. De service. Ah. Oui. On a articulé avec l'université et nos étudiants, ils ont reçu une bourse, une très bonne bourse pour notre cas. Et ils voyageaient chaque samedi pour français, un cours de français. Et il y avait quand même des groupes de 40-30 personnes. Oh là 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 là. Ah, c'était à la campagne, oui, c'était super. Ouais. Voilà, partiu Alagoas.
des questions, toujours des questions? Non, si vous n'avez plus de questions, je n'ai qu'à remercier les participants de cette Micro. Oh, pardon. Alors, je remercie Denise, Ismaël, Ophélie, Carl et à tous les participants qui ont passé une partie de leur soirée avec nous.